Bonjour, ici Hélène Weber du blog étudier-plus-efficacement.com. Voici la deuxième vidéo sur le thème Se motiver à travailler. On va parler aujourd'hui de l'engagement et la cohérence. Donc je m'appuie toujours sur le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, dans lequel l'auteur met en évidence différents mécanismes psychologiques permettant d'expliquer les phénomènes d'influence et de manipulation. Dans la première vidéo de la série, je vous avais parlé du principe de réciprocité pour vous montrer comment l'utiliser à votre avantage pour développer différentes techniques de motivation au travail. Cette vidéo porte sur le principe d'engagement et de cohérence. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais vous rapporter l'exemple que donne Robert Cialdini, l'exemple en tout cas pour moi qui m'a paru le plus parlant, qui est l'exemple qui concerne les Chinois qui ont été faits prisonniers, qui ont fait prisonnier de nombreux combattants américains pendant la guerre de Corée. Donc on connaît le patriotisme dont font preuve les Américains, notamment en période de guerre. Pourtant, pendant la guerre de Corée, les Chinois ont réussi à obtenir que de nombreux prisonniers tiennent des propos sympathisants à l'égard du communisme, voire même qu'ils dénoncent les projets d'évasion de leurs camarades. Alors comment expliquer ça ? Et comment comprendre ? Il y a beaucoup de sociologues, de psychologues qui ont analysé les techniques utilisées. Alors d'abord évidemment, les gens se sont dit que ces aveux avaient été obtenus par la force ou la torture. Or, il n'en était rien. En fait, les Chinois expliquent qu'ils ont obtenu ces comportements, de délation progressivement. Et d'abord, ils ont organisé des interrogatoires longs, dans le cadre desquels ils amenaient progressivement les soldats à faire des petites critiques insignifiantes. Donc après des heures, je suppose, d'interrogatoire, les soldats en venaient en se disant que l'entorse à leur valeur morale n'était pas si énorme et qu'ils pouvaient effectivement reconnaître quelques critiques concernant le gouvernement américain. Et à ce moment-là, d'emblée, les gardes leur demandaient de noter ces critiques par écrit. Alors certains s'y refusaient et alors ils leur demandaient d'écrire, de recopier une déclaration qui se basait sur leur propre dire pour les obliger à être actifs dans le processus et donc à écrire leurs critiques. Ensuite, ces critiques étaient lues, ces déclarations étaient faites en public devant tous les prisonniers du camp. Et on a une tendance à penser que ce qu'une personne a écrit, elle le pense, même si ça a été fait sous la contrainte ou la force. Plusieurs études comportementales ont été menées pour mettre en évidence ce phénomène. Ensuite, dans les camps, ils organisèrent des petits concours d'écriture où ce que ça permettait d'obtenir, de gagner, était assez insignifiant par rapport à la vie du camp. Et pourtant, un certain nombre de soldats se prêtèrent au jeu et avec l'idée que s'ils voulaient gagner le concours, il fallait mettre des choses qui a priori plaisent aux juges, à savoir les gardes, et donc ils écrivaient des textes avec quelques concessions au communisme dedans pour favoriser leur chance d'être déclarés gagnants. Alors qu'est-ce que tout ça met en évidence et comment comprendre la stratégie d'influence utilisée ? Il faut savoir que dans nos sociétés, on a tendance à vouloir rester cohérent avec nos actes et décisions antérieures. En fait, l'inconstance, le fait de changer d'avis, est plutôt un défaut est mal appréhendé, mal jugé dans notre société. Les gens qui restent cohérents, qui affirment une position et qui s'y tiennent sur la durée font plutôt signe de qualité qui sont valorisés. Donc on a tendance à vouloir rester cohérent avec ce qu'on a dit ou fait antérieurement. Il faut mettre en évidence également que cette cohérence qui est parfois obstinée a un but qui serait de ne plus avoir à penser pour décider. Ça peut sembler
ça peut sembler bizarre sur le coup, en se disant non, on préfère toujours prendre des décisions réfléchies, et se dire qu'on peut être amené à prendre des décisions sans réflexion préalable, ça renvoie à une image un peu de superficialité à laquelle on n'a pas envie de correspondre. Néanmoins, si on avait à peser le pour et le contre à chaque fois qu'on avait une décision à prendre, on s'en sortirait pas, on ferait ça tout le temps. Donc c'est la raison pour laquelle on adopte bien souvent des comportements automatiques en s'appuyant sur des critères qui sont plutôt justes, mais qui se révèlent néanmoins insuffisants dans certaines circonstances. Et d'ailleurs, les professionnels de la persuasion dans le domaine de la vente s'appuient sur ces réactions automatiques qui nous évitent d'avoir à penser bien souvent pour décider, contre nous, pour nous manipuler. Néanmoins, dans la majeure partie des cas, c'est quand même un gain de temps appréciable qui nous amène à prendre des décisions tout à fait justes et pertinentes. Maintenant, il y a aussi un autre phénomène nous concernant, on a tendance à évaluer les autres, mais également à s'évaluer soi-même à partir des actes. Une personne qui va tenir un certain discours, pensez par exemple en période d'élection, une personne qui va faire des promesses, qui va tenir un discours, ce sera jamais aussi persuadant, ça va jamais autant nous convaincre que des vidéos ou des exemples d'actes qu'elle a pu commettre. Donc si un discours peut sembler séduisant et intéressant, mais qu'il est contrebalancé par des actes qui le contredisent, ce sont les actes qui feront foi avant les discours et les paroles prononcées. On voit d'ailleurs comment les beaux mots, les paroles s'envolent. Voilà, il y a plein d'idées comme ça, du sens commun, qui amènent à penser que c'est vraiment par les actes qu'on peut définir une personne et pas forcément par rapport à ce qu'elle dit. Mais on a également tendance à se juger soi-même à travers ses propres actes. Du coup, quand on agit, ça nous engage. Ça nous engage d'une manière très forte, et on a tendance ensuite à vouloir être cohérent avec des actes qu'on a posés, et même si ça nous amène à une cohérence obstinée qui vient parfois nous desservir. Vous avez également des conditions qui renforcent le sentiment d'engagement, qui sont particulièrement bien mis en œuvre et en évidence dans l'exemple lié à la guerre de Corée que je vous ai présenté. D'abord, les conditions qui renforcent l'engagement, les actes. On se sent beaucoup plus engagé quand on agit plutôt que simplement quand on parle ou quand on pense quelque chose. C'est la raison pour laquelle, au-delà des paroles prononcées dans l'interrogatoire, les Chinois ont imposé aux prisonniers d'écrire, donc d'agir. L'œil public, on se sent beaucoup plus engagé quand on prend un engagement face à d'autres personnes, en public, plutôt que quand on le prend soi-même sans le communiquer à d'autres. Quand on doit faire un effort supplémentaire dans le cadre d'un engagement, ça nous engage d'autant plus. Et ce que j'appelle la décision intérieure, c'est le fait que si on a le sentiment d'avoir pris une décision en ayant été influencé ou poussé par quelqu'un d'autre, on se sent moins responsable que si on a le sentiment d'avoir pris la décision par soi-même sans que personne ne nous ait forcé la main. Comment maintenant utiliser ces principes d'engagement et de cohérence pour se motiver à travailler? D'abord, la première idée, c'est de se donner un objectif. C'est-à-dire, par exemple, vous engagez un semestre d'études ou une année d'études, quels sont les objectifs scolaires concrets que vous vous donnez pour cette année, le nombre d'UV que vous voulez obtenir, les résultats que vous voulez obtenir, en fonction. Alors, il s'agit de vous donner des objectifs réalistes, parce qu'un objectif qui semble trop important peut plutôt vous démotiver plutôt qu'autre chose. Je sais par exemple que ma première année d'études après le bac, j'ai fait une classe préparatoire littéraire et que je me suis retrouvée à la fin du mois de septembre avec que des 1 et des 2 dans toutes les matières. Et que du coup,
alors que j'étais une très bonne élève en terminale, je suis arrivée en première année d'université et je me suis confrontée avec des difficultés scolaires. J'étais la dernière de ma classe, on était 60, et j'étais la dernière de ma classe alors que j'avais été toujours parmi les premières dans toute ma scolarité. Donc ça a été un coup dur. Et je me souviens en avoir parlé à mes parents en disant mais c'est pas possible, j'ai des 1 et des 2, on est au mois de septembre, qu'est-ce que je fais là, quel sens pour moi de continuer? Et je me souviens que ma mère m'avait donné un conseil qui m'avait beaucoup parlé. Elle m'avait dit mais te dis pas qu'il faut que tu aies 15 ou 16 dès le prochain devoir. Dis-toi peut-être que tu vas travailler et que tu te donnes pour objectif d'avoir 4 ou 5. Alors moi je lui dis bah oui mais 4 ou 5 c'est nul, ça va pas me permettre de rester là l'année prochaine Elle dit mais peu importe, travaille en te disant que tu vas avoir 4 ou 5 ce sera déjà un progrès, ce sera mieux. Et puis peut-être que la fois d'après tu auras 6 ou 7, puis la fois d'après 9 ou 10. Vas-y progressivement, donne-toi des étapes intermédiaires. Voilà, donc donnez-vous et ça m'avait bien motivé, encouragé. Donc donnez-vous un objectif concret et réaliste. Envisagez ensuite des actions concrètes qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Une action concrète, alors par exemple, les étudiants peuvent dire ben maintenant je vais travailler régulièrement. Ça c'est pas une action concrète, c'est un objectif. Parce que on peut pas. Quels sont les critères qui vont vous permettre de juger si vous travaillez régulièrement ou pas? Une action concrète, il faut qu'elle soit mesurable et qu'on puisse dire si 0 ou 1 si ça a été fait ou pas. Donc par exemple, si mon objectif c'est de travailler régulièrement, eh ben je vais me placer 3 séquences de travail dans la semaine dans lesquelles je sais que je vais travailler mes cours ou préparer mes exercices de manière impérative chaque semaine. Et que si effectivement je me tiens à ces 3 séquences de travail que j'ai planifiées, à ce moment-là je saurai que j'ai travaillé régulièrement. Donc envisagez, à partir de l'objectif scolaire que vous vous êtes donné, envisagez des actions concrètes que vous allez réaliser qui vont vous donner des chances d'atteindre votre objectif. Ensuite, toujours dans la continuité du principe d'engagement et de cohérence, agissez. La première action que vous pouvez opérer, c'est d'écrire et d'afficher vos objectifs, les actions que vous envisagez et les actions que vous réalisez au fur et à mesure pour tenir un compte régulier de vos actes. Et ce sont ces actes-là qui vont progressivement en plus vous redonner confiance en vos capacités. Une autre façon d'utiliser et de renforcer le principe d'engagement, c'est d'informer vos proches de votre projet. Prenez peut-être 2 ou 3 personnes dont vous estimez tout particulièrement l'image qu'elles ont de vous. C'est-à-dire que ces personnes-là, qu'elles soient fières de vous, qu'elles vous estiment, il faut que ça ait de l'importance et vous les informez de votre projet, vous leur dites quels sont votre objectif et à partir de là, vous allez vous sentir engagé parce que c'est ce que je renvoyais par rapport à l'œil public, vous aurez pris un engagement public et donc vous aurez sûrement davantage à cœur de le réaliser. Prenez également le temps d'approfondir votre projet. Ça renvoie à l'effort supplémentaire qui renforce l'engagement. Faites des recherches sur les gens qui ont fait les mêmes études que vous, les gens qui exercent un métier qui constitue un débouché des études que vous suivez. Tout ça, ça va vous donner des éléments supplémentaires de renforcer l'engagement que vous avez pris dans les objectifs que vous avez affichés au départ. Approfondir son projet, ça constitue un effort supplémentaire qui va vous amener à être davantage engagé. Il faut également faire un travail pour comprendre ces contradictions. Je vais consacrer toute une partie du site à ça, à développer des articles pour vous aider à mieux cerner les conflits internes qui sont les nôtres quand on se trouve confronté à une situation ou notamment à des tâches qu'on doit accomplir, dont on sait l'intérêt qu'on aurait à les accomplir et que pourtant on n'arrive pas à faire. Alors on parle souvent de flemme ou de mauvaise volonté. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer ces conflits-là et ces contradictions, et donc on les approfondira ensemble. Voilà, si vous voulez approfondir ces questions-là, vous pouvez lire le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation, et le livre de Bruno Coelz, Comment ne pas tout remettre au lendemain. À bientôt sur étudier-plus-efficacement.com.